Bonsoir tout le monde, merci de participer à ce live, ce troisième live qui a pour sujet justice et conflits familiaux. Donc je vais vous présenter, je vous remercie déjà les personnes qui nous suivent, et je vais vous présenter les intervenants. Donc vous avez Olivier Guerrier qui est vice-président de l'association, vous avez Stéphane. Fabien donc, est ingénieur en informatique, il est fonctionnaire, il est représentant des personnels élus au comité technique de son établissement. Il a deux filles, Léna, 8 ans, et Manon, 6 ans, qu'il ne voit plus depuis le mois de juillet. Depuis le 3 juillet. Le 2 juillet, je crois. Et il va nous expliquer un petit peu pourquoi il vient à ce live aujourd'hui. À vous, Fabien. Donc, pour préciser, donc je n'ai plus aucun contact avec mes filles depuis le 3 juillet 2020. Quand je dis que je n'ai plus aucun contact, c'est à la fois visuel et téléphonique. Donc c'est une histoire. Donc je suis en instance de divorce depuis le mois de mars. Donc c'est une histoire qui commençait plutôt classiquement avec un jeune couple breton qui, malgré quelques difficultés de communication, s'aime et décide de se marier, puis d'avoir des enfants. Nous sommes passés par de multiples épreuves, notamment la PMA, la procréation médicalement assistée, avec 6 tentatives infructueuses. Je me suis fait opérer à 2 reprises et des varicocèles, et suite à cette opération, on a pu avoir des enfants naturellement. Donc Léna a vu le jour en 2012 et Manon en 2013. Donc c'était une délivrance pour notre couple, mais c'était également aussi une épreuve, car c'est à partir de cette année 2012 que notre couple conjugal s'est distendu pour faire place uniquement au couple parental. Vous étiez mariés, excusez-moi, vous étiez mariés? Oui, on était mariés donc depuis 2009 et on 2009. a une vie de couple depuis 2005. Donc 15 Et ans. 2012, c'est naissance de Naissance de Léna et 2013, naissance de Manon. Donc, ok. Pas d'incident jusque-là, tout va bien. Avant la naissance des enfants? Oui. Non, pas de non, procédure, non. pas de plainte, pas de soucis. Non. D'accord. Les enfants, vous les avez reconnus? Oui, bien sûr. Oui. D'accord, très bien. Tout allait bien. Vous étiez désirés, vous les vouliez. D'accord, très bien. Oui, c'était une épreuve pour nous. Et en fait, à la naissance des enfants, une forme de pression s'est emparée de nous à vouloir être ce que j'appellerais des parents parfaits. C'est-à-dire qu'on on était tout le temps à l'affût des biberons, etc. Enfin, on était vraiment des parents parfaits, vraiment très protecteurs sur nos enfants. Et je pense que notre comportement de jeunes parents était un petit peu excessif. Et notre couple conjugal, il a perdu pied pour devenir une relation vraiment toxique, une relation conjugale très toxique entre nous. Mais pourtant, nous étions des parents très aimants envers nos filles. On les aimait, elles nous aimaient, puis beaucoup d'amour dans la famille, et tout se passait très bien. Lambert, qui est le président de l'association Équité Parentale. Bonsoir. Mon partenaire. Et puis vous avez Fabien qui vient nous livrer un témoignage par rapport à ce qu'il rencontre dans ses démêlés autant familiaux qu'avec la justice et les différentes associations. Donc, je vais vous présenter rapidement Fabien. Donc, sur le couple conjugal, on a tenté à plusieurs reprises de dénouer cette situation, soit par le biais d'une thérapeute conjugale, soit par une médecin sexologue. Et de mon côté, je me remettais tout le temps en cause en allant voir différents psychiatres ou psychologues depuis la naissance des enfants. Et tous disaient, entre guillemets, que j'allais dans le mur en maintenant cette relation. Parce qu'en fait, je me rendais malade de cette relation conjugale. Je vivais très mal le chambre à part, le fait que, au fur et à mesure des années, mon ex-femme me laissait de moins en moins de place auprès de mes filles. Parce que c'est une femme qui est très exclusive en fait, envers les enfants. Après, c'est son choix. Elle a eu beaucoup de mal à les avoir. Elle les a vraiment beaucoup voulu. Ça a été extrêmement compliqué. Donc, elle s'est mise dessus, on va dire, je pense. Bon, après, les médecins psychiatres, en fait, ils décelaient, parce qu'en fait, j'ai rencontré des psychiatres seuls, mais aussi également avec mon ex-femme. Et le dernier psychiatre mentionnait une conjugopathie. Peut-être que c'est un terme que vous ne connaissez pas. Alors, le conjugopathie, c'est un trouble d'ordre psychologique proche de la dépression, potentiellement sévère, qui est la conséquence de relations conjugales insatisfaisantes, pouvant dans certains cas amener au suicide. Alors, effectivement, ça allait tellement mal dans notre couple que j'en étais malade, en fait, d'une certaine façon. Enfin, et j'avais du mal à vivre cette situation de couple conjugal vraiment délétère. Alors, ce qui s'est passé, donc tout ça, ça a duré pendant plusieurs années après la naissance des enfants. Et après une énième dispute cette année, fin mars,
Ça faisait plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'on ne se parlait plus. On ne se parlait plus du tout. Un des psychiatres disait qu'il fallait faire une thérapie conjugale pour vraiment mettre à plat tout ce qui va pas. Et en fait, mon ex-femme refusait cette thérapie conjugale. Et donc, je ne sais pas. Et pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de décembre jusqu'à mars, il n'y a quasiment pas eu de parole entre nous. Et donc, on s'y est disputé pour une banalité d'une certaine façon. Et en fait, mon ex-femme a pris peur. Elle a appelé la gendarmerie par l'intermédiaire de son cousin qui est gendarme. Et dans son procès verbal de constatation, la gendarmerie a indiqué qu'on était tous les deux en souffrance et qu'il était préférable que mon ex-femme aille chez ses parents avec les enfants une quinzaine de jours. Et ça, les gendarmes, ils n'ont pas à dire des choses comme ça. Je ne comprends pas. Les gendarmes, c'est des scribes qui constatent des choses. Ils ne font pas du conseil psychologique et matrimonial, les gendarmes. Hein. C'est ce qu'ils ont fait. Bonjour, vos papiers, s'il vous plaît. J'estime que madame, elle serait mieux chez ses parents. C'est pas très… Après, sur le coup, je pense que c'était bien aussi d'un côté qu'on prenne chacun du recul. Ça ne me semblait pas une mauvaise décision. Ouais, sauf qu'elle n'est jamais revenue après, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Non, mais bon, voilà. Allons-y. Une semaine après, donc, on s'écrivait encore par Facebook ou par d'autres médias. Et en fait, elle me dit qu'elle lance la procédure de divorce. Donc, sur le coup, bon, j'en ai pris acte. Donc, en fait, elle me dit qu'elle va divorcer. Elle me dit qu'elle souhaite que les enfants, je les ai en garde classique, mais sans les nuits. Et qu'au départ, il faut que je me fasse soigner parce qu'elle estime que je suis malade et que si je justifie que je me fais soigner, alors que je voyais des psychiatres tous les ans et qu'à chaque fois, ils me disaient que j'avais rien, mais je ne les verrais pas en dehors d'un lieu neutre. Donc j'attendais, entre guillemets, une procédure de divorce classique, une requête en divorce classique, et en fait, non. Elle a fait une assignation d'ordonnance de protection. Donc, c'est une mesure qui est très lourde de conséquences parce que c'est une procédure qui autorise le retrait de l'autorité parentale. Donc, je vous rappelle… Quelle date ? Ça, c'était fin mars et l'audience a eu lieu le 3 ou début avril, la première semaine d'avril. Je n'ai plus la date exacte, mais c'était la première semaine d'avril. Et j'avais qu'une semaine, en gros, pour préparer ma défense. Après, je n'ai pas trop envie de détailler le contenu de la procédure. Enfin, moi, je veux bien dire ce qu'il y avait dans les documents, etc. Mais en fait, moi, ce que je veux dire ici, c'est que, j'étais seul, on était en plein confinement. Je n'avais pas de soutien. Elle est partie avec les enfants du jour au lendemain. On n'est pas parti qu'avec les enfants. Je ne vais pas détailler. Peu importe. Peu importe. Et je me retrouve, avec plein d'attestations de ses proches, etc. C'est lourd à vivre. C'est-à-dire cette période-là où on est seul dans une maison vide, où on ne voit pas les enfants, on ne voit plus rien. Et que la seule visite que j'ai eue, c'est un huissier de justice qui est venu me donner l'assignation d'ordonnance de protection, ça fait mal. Bon, quoi qu'il en soit, pour mes filles, je me suis battu, j'ai préparé ma défense avec mon avocate, et donc on est passé en jugement, on était la seule audience, donc c'est une ville en Bretagne, vu que les tribunaux étaient censés être fermés pendant le confinement, on a quand même passé l'audience, et donc mon ex-femme a été déboutée de cette procédure d'ordonnance de protection. Donc, c'est rapporté dans le jugement, j'ai un extrait. Madame X ne rapporte pas la preuve d'une situation de danger à laquelle elle serait exposée, elle ou ses enfants, de sorte que les conditions de l'article 75.9 du Code civil ne sont pas réunies et que la demande d'ordonnance de protection doit être déboutée. Et concernant ma relation avec les enfants, c'est mis dans le jugement, aucune défaillance de la part de monsieur X dans son rôle de père n'est établie. Donc, suite à cette ordonnance de protection, le juge signifie qu'il faut qu'on trouve un commun accord entre nous pour qu'on passe en divorce, en ordonnance de conciliation, et que c'est à nous de définir nous-mêmes le mode de fonctionnement pour la garde de nos filles. Là, on est en mai. Hein. Là, on est en avril. Avril. On est début avril. Donc, ce qui se passait, c'est que toutes les semaines, j'écrivais par le biais de mon avocate pour pouvoir voir mes filles ou pouvoir les accueillir. Au départ, je suis passé à 4 heures par semaine, pour passer à 8 heures par semaine, pour passer à la journée entière, puis le week-end complet, puis le week-end, plus 2 repas quand il y a eu le déconfinement, parce que les enfants retournaient à l'école et que moi, j'habitais à 800 mètres de l'école pour qu'elles puissent manger le midi chez moi.
Et donc, en fait, ce qui est dingue, c'est que suite à l'ordonnance de non-protection, l'avocat adverse m'avait indiqué dans le hall du tribunal que mon ex-femme était d'accord pour que je reçoive mes enfants, mais de manière progressive. Donc, moi, j'avais établi un planning sur 6 mois de garde. Et au bout des 6 mois, moi, je réclamais une garde, on va dire, semi-alternée, où je demandais, en fait, du jeudi soir au mardi matin. Parce qu'en fait, j'ai 2 jours de télétravail par semaine, le lundi et le vendredi, et je pouvais accueillir mes enfants plus qu'une garde classique. Donc, c'est ce que je réclamais. Et en fait, elle a À quelle distance de chez vous? Là, maintenant, Entre chez madame et chez vous, c'était quelle distance? pendant le confinement, À cette époque-là, en avril. en avril, elle logeait chez son oncle. Elle logeait chez son oncle et elle habitait dans une ville, on va dire, qui était à 10 km de l'école et à 10 km de chez moi, parce qu'en fait, enfin de chez nous, parce que c'était le domicile familial. D'accord. 10 km, c'est encore jouable, bien sûr, c'est petit. Oui, donc en fait, comme je disais, c'est la valse des allers-retours de courrier entre avocats entre avril et juillet, où chaque semaine, en fait, je me suis littéralement battu pour voir mes enfants. Donc je me suis rendu à la gendarmerie signifier cette injustice de voir si peu mes filles, parce que l'autorité parentale demeurait toujours conjointe. Et aucun jugement et ou procédure ne mentionne que je ne peux pas recevoir mes enfants. Un des gendarmes m'a d'ailleurs indiqué que si je le souhaitais, je pouvais conserver mes filles à mon domicile plusieurs semaines sans risque d'intervention de leur part, car il n'y avait pas de gros jugement. En fait, vu que l'autorité parentale était conjointe, vu que l'ordonnance de non-protection elle a été déboutée, si je le voulais, j'aurais pu, à la garde du week-end juste après l'ordonnance, j'aurais pu garder mes enfants à mon domicile, et, au même titre que ce qu'elle a fait. Mais moi, je me refusais. Vous aviez autant de droits que madame. Voilà, c'est ça, j'avais autant de droits que madame. Mais moi, je ne voulais pas, parce que j'ai toujours, enfin, depuis le départ, moi, je privilégie le dialogue et je ne voulais pas priver les filles de leur mère. Donc, chaque semaine, donc, je vis mes filles de manière croissante. Et j'ai compris ce que c'était le conflit de loyauté. Je pense que vous connaissez mieux que moi le conflit de loyauté. Donc, après la séparation, mon ex-femme a entrepris différentes démarches. Elle a notamment demandé l'ouverture d'une information préoccupante au CDS, c'est le Centre départemental d'action sociale, et elle faisait rencontrer des pédopsychiatres à mes filles, à la cellule VIF, donc c'est la cellule violence intrafamiliale du CHU, une commune, dont je ne veux pas dire le nom. Quand ça en fait, pendant que je faisais mes gardes, donc de avril jusqu'à juillet, elle, parallèlement, elle faisait des choses de son côté. Donc, en gros, elle s'est rendue au CDS, elle s'est rendue à la cellule VIF pour lancer différentes, pas procédures, mais différents rendez-vous avec des pédopsychiatres. Et en fait, sans rentrer dans le détail, elle dénonce de la violence de ma part, quand moi, je dénonce de l'aliénation parentale. Voilà, si vous voulez reprendre une… Donc, en gros, la violence, est-ce que la violence de votre part a été prouvée judiciairement? Non. Donc, elle a déposé plainte. Non, elle n'a pas déposé plainte. En fait, elle allait voir les pédopsychiatres. Les pédopsychiatres ont fait parler mes enfants. Les enfants disent des choses. Et suite à ce qu'ont dit les enfants, le pédopsychiatre a transmis au procureur qui, lui, il veut lancer une enquête pour voir qu'est-ce qui c'est. C'est ce qu'on appelle un signalement. Voilà, un signalement. Donc, il y a un signalement qui a été déposé par le pédopsychiatre. Voilà. Et ce signalement, aujourd'hui, vous met dans une position, quelque part, d'attente par rapport à la possibilité de voir vos enfants. Voilà. Et ce qui est embêtant aussi, d'une certaine façon, c'est que ce signalement a été fait en juillet, alors que je voyais mes filles d'avril à juillet sans aucun incident ou quoi que ce soit, etc. Et c'est depuis ce signalement que mon ex-femme, entre guillemets, a coupé les ponts entre les enfants et moi. Je peux vous demander d'où il sort le pédopsychiatre, c'est-à-dire quelqu'un l'a nommé, celui-là? Non, c'est ce qu'on appelle la cellule violence intrafamiliale. Et en fait, mon ex-femme s'est rendue à cette cellule d'elle-même. Et dans cette cellule, il y a une pédopsychiatre. Moi, j'ai pris une association, nous avons pris contact avec la pédopsychiatre, nous avons tenté de joindre la pédopsychiatre pour lui demander des explications sur le rapport qu'elle avait émis, puisque ce rapport n'est fondé que sur des déclarations des enfants et non pas sur des faits concrets. Et donc, effectivement, elle a lancé cette opération. Donc, c'est quelque chose d'assez lourd. Donc, effectivement, j'ai pris l'initiative de contacter cette pédopsychiatre. Je n'ai jamais eu de retour. Maintenant, pour en revenir un petit peu à la situation, donc,
En gros, Fabien, depuis le mois de juillet, suite à ce signalement déposé par la pédopsychiatre, ne voit plus ses filles. Son ex s'est précipité sur le fait qu'il y ait un signalement de déposer pour dire « mes filles sont en insécurité avec leur père », je résume, hein, « mes filles sont en insécurité avec leur père », donc partant de ce point de vue, il n'y a aucune raison que je concède à la possibilité de voir qu'il voit ses filles. Donc nous sommes intervenus, l'association, nous sommes intervenus par le biais d'une médiatrice qui a pris contact avec la maman des enfants pour lui demander effectivement de s'engager dans une formule de médiation, de déposer les armes et de faire passer l'intérêt des filles avant son intérêt particulier. Elle a opposé un refus catégorique et elle a quand même mentionné quelque chose quand on lui a dit « mais le père de vos enfants ne verra plus ses filles, ne voit plus ses filles », elle a quand même dit « ça lui apprendra ». Donc, il y a vraiment une action qui est violente vis-à-vis du père, c'est je veux le détruire, je veux lui faire du mal. Donc, à partir de là, moi j'ai essayé de prendre contact avec la maman directement, lui disant d'essayer de la ramener à la raison. Et elle a saisi la médiatrice en lui demandant que l'association n'intervienne plus, la harcèle plus. Donc je lui ai envoyé un mail en lui expliquant que notre objectif c'était l'intérêt supérieur des enfants et non pas la défense de Fabien ou d'elle-même. Parallèlement à ça, je résume, hein, Fabien. Oui, je peux aussi vous parler de l'ordonnance de non-conciliation qui a lieu début août. Hein. Peut-être que c'est là-dessus que vous voulez enchaîner. Voilà. Parallèlement à ça, il s'est trouvé que la direction de l'école a pris… Vous parlez de l'école, j'aimerais bien parler de l'ordonnance de non-conciliation. Allez-y. Oui, donc, comme je vous disais, donc, je ne voyais plus mes filles depuis le 3 juillet. Alors que je les voyais, ça se passait bien, etc. Donc effectivement, on voit bien que utiliser le signalement alors que ça se passait bien, quand je suis seul avec mes filles, j'ai aucun souci. Il n'y a aucun souci avec elles. Donc, il y a eu l'ordonnance de non-conciliation début août. Et dans son jugement, la juge décrète une expertise psychiatrique de toute la famille. Donc, j'ai bien dit de toute la famille. Et qu'en attendant, je verrai mes filles qu'en lieu neutre, à défaut de meilleur accord. C'est-à-dire, en fait, que si mon ex-femme était d'accord, je pouvais très bien continuer de recevoir mes enfants chez moi. Qui a saisi le JAF pour l'ONC? En fait, moi, j'ai attendu la requête en divorce. On ne la recevait jamais. Donc, c'est moi qui ai lancé la requête en divorce en premier. Et tout de suite après, elle a lancé la sienne. Donc, en fait, il y a eu 2 requêtes en divorce. Oui, mais qui a parlé en premier devant le JAF? C'est mon ex-femme. Donc, c'est elle qui demandait. Oui. Donc, c'est elle qui est demandeuse, c'est vous qui répondez. Oui, c'est ça. Donc, en fait, le JAF, après une décision dans l'ordonnance de non-conciliation d'expertise psychologique de toute la famille, et a prévu que dans l'attente, en attendant, la garde irait à la mère, la garde des enfants irait à la mère, et que les visites de monsieur se feraient dans un lieu médiatisé et confié à une association, je ne me rappelle plus laquelle, en fait, une association. C'est une association qui est en Bretagne, on ne va peut-être pas dire le nom non plus. Mais, tout à fait. Donc, une association de Bretagne, mais cette association, en fait, ils sont débordés et ils disent à Fabien, bien écoutez, on vous verra peut-être en décembre si on a du temps. En fait, ils me disent qu'ils sont surchargés, en fait. Ils me demandent de les recontacter début novembre pour espérer mettre en place les droits de visite en décembre. Donc, nous, ce qu'on a fait avec mon avocate, on a signifié cela au juge. On lui a écrit, je lui ai écrit début septembre. Oui, c'était début septembre. Et j'ai aussi signifié à mon ex-femme comme quoi je ne pouvais pas exercer mon droit de visite. Donc, étant donné que c'est mis dans le jugement que c'est à défaut de meilleur accord, on a demandé si on pouvait les recevoir, si je pouvais recevoir mes filles chez moi, comme c'était déjà le cas entre avril et juillet, et que ça se passait très bien. Donc, elle a opposé un refus. Voilà.
En gros, donc l'association n'est pas en mesure d'organiser les visites médiatisées dans l'immédiat, ce qui fait que depuis juillet, la décision qui a été rendue en fait juillet-août, Début août, oui. début août, la décision a été rendue. Fabien ne voit plus ses filles parce que, d'une part, la mère ne veut pas avoir une position médiane, c'est-à-dire de sortir de ce conflit, et d'autre part, parce que l'institution n'est pas en mesure d'assurer les visites médiatisées. Alors, et ça peut durer des mois, ça peut durer encore longtemps. Ils ont annoncé décembre, mais ça peut durer très longtemps. C'est-à-dire que j'ai même pas pu, entre guillemets, expliquer la situation aux enfants. C'est-à-dire que depuis le 3 juillet, enfin, je montre une photo, mais ne vous inquiétez pas, j'ai caché mes filles. Ça, c'est une des dernières photos que j'ai prises avec mes filles quand elles ont mangé ici. Donc, c'était un 3 juillet à midi, et je devais le redéposer à l'école. Ben, ce jour-là, je ne savais pas que je ne reverrais plus jamais mes enfants. Plus jamais. Depuis le 3 juillet, là, j'ai partagé un dernier repas avec mes filles. Du jour au lendemain. Donc, nous sommes… La brutalité Et puis, là, j'en arrive à ce que je voulais dire, c'est-à-dire que l'association est intervenue parce que le directeur de l'école où sont les enfants a pris une position assez singulière, voilà, demandant par courrier, par mail, de ne plus s'approcher des abords de l'école. Je vais vous lire ce que je l'ai sous les yeux. Je vous serai reconnaissant de ne plus venir aux abords de l'école entre 8h20 et 16h40, en petite horaire durant laquelle Léna et Manon sont présentes dans l'enceinte scolaire. Dans le même ordre d'idée, nous ne pouvons leur communiquer du courrier de votre part. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours essayé de garder le contact avec mes filles, soit par des courriers postaux pendant l'été, des vacances, etc., soit en envoyant des messages, ou en demandant à faire des visios, etc. Je n'avais jamais de réponse. Parce que depuis le mois d'avril, je demandais à mettre en place, donc depuis notre séparation, je demandais à mettre en place 2 visios par semaine avec mes filles pour que je puisse continuer à garder le contact avec elles. Et ça, à chaque fois, j'avais toujours des réponses toutes faites, disant oui, oui, je vais en parler à mon avocat, oui, ou tu auras la réponse, et je n'ai jamais reçu de réponse. Et de facto, les visios, j'en ai eu peut-être juste le mois d'avril et le mois de mai, mais après, derrière, depuis le 3 juillet, le contact a été complètement coupé. Il faut comprendre. Pour revenir à l'école, ce qui est dramatique, d'une certaine façon, c'est que les enseignants, je les connais. Le directeur, je le connais. On est bénévole dans une même association de sport, je généralise, mais bon, de sport. Le corps enseignant me connaît. Et de recevoir ça, d'être, entre guillemets, une personne malvenue ou dans l'enceinte de l'établissement, etc., c'est dur à vivre, c'est très dur à vivre parce qu'on se sent comme un paria dans sa propre commune, d'une certaine façon. Et je ne comprends pas comment un directeur, à la rigueur, qui puisse avoir une opinion, c'est son choix, mais puisse, entre guillemets, m'interdire juste de saluer mes filles au portail ou d'assister aux sorties scolaires. Je ne comprends pas. Donc, j'ai fait appel à M. Néris. Là, je vous laisse enchaîner si vous le souhaitez. Alors, l'association est intervenue. Je te passe la parole après, Olivier. L'association est intervenue auprès du directeur de l'école. Donc, j'ai appelé le directeur de l'école pour lui demander de justifier sa position par rapport à cette interdiction qu'il imposait à Fabien de s'approcher des abords de l'école. Réaction de ce monsieur, il m'a raccroché au nez. Donc, j'ai saisi l'inspection académique et j'ai eu l'inspectrice académique de la région au téléphone qui a pris rendez-vous avec le directeur et qui ensuite m'a rendu compte qu'elle avait demandé au directeur, qu'elle avait rappelé au directeur que les abords de l'école étaient la voie publique et qu'il n'y avait aucune mesure d'éloignement. C'est ce que j'avais précisé, donc elle l'a communiqué quand même au directeur de l'école, qu'il n'y avait aucune mesure d'éloignement judiciaire et qu'il n'avait pas à lui interdire de s'approcher des abords de l'école et de participer éventuellement. Alors, Fabien souhaitait participer à des sorties scolaires, puisque son ex-épouse participe à des sorties scolaires. À ce sujet, l'inspectrice m'a dit, écoutez, nous, compte tenu des conflits familiaux qu'on a dans les écoles, tous les parents ne seront plus autorisés à participer aux sorties scolaires. On confiera ça à des éducateurs, à des gens de la municipalité. Elle a pris également la décision que dorénavant, tous les documents concernant les enfants seraient communiqués aux 2 parents, donc carnet de liaison, etc. Voilà, en gros, cette position de
de l'inspectrice a été un peu un rappel à l'ordre du directeur de l'école pour lui faire comprendre qu'il n'avait pas à prendre parti et que sa position devait être la neutralité par rapport à ça. Et interdire à quelqu'un d'être sur la voie publique, c'est scandaleux. Olivier, à toi. Oui, bon, malheureusement, j'en viendrai à ce cas qui nous rappelle, qui sent effectivement la stratégie d'aliénation parentale à plein nez. Hein. On peut qu'aller dans votre sens suite à ce que vous avez décrit, Fabien. Concernant ce sur quoi j'ai une petite compétence, c'est-à-dire la place de l'éducation nationale dans cette affaire. Claude a fait exactement ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'elle n'a qu'à suivre les directives de justice, à savoir ici l'autorité parentale conjointe, et absolument pas à l'entraver ou à se substituer à la justice. Ça, c'est du zèle, et en même temps une stratégie de déstabilisation infecte qui vous frappe là, dans une commune proche avec des gens. Mais ça, bon, tout ça sans vraiment d'ailleurs son calcul du point de vue stratégique de la part de la mère des enfants. Enfin, c'est assez. Elle doit être aidée pour tout ça, ou appuyée. Moi, je le suppose. En revanche, ce que je dirais, c'est que même si on peut bien comprendre que vous ayez besoin de contact, on ne peut pas inverser non plus les choses. C'est-à-dire qu'assigner l'éducation nationale à sa position de neutralité, comme Claude l'a fait via les supérieurs hiérarchiques, c'est ce qu'on doit faire systématiquement. Parce que ce n'est pas la justice. Et c'est pas parce que la justice. Alors, c'est pas parce que la justice dysfonctionne qu'il faut demander du coup à l'éducation nationale des contacts que la justice n'est pas capable d'établir. Là, je pense que vous allez vous faire rembarrer à chaque fois. C'est-à-dire que nous, en tant que parents complètement à la rue, hein, comme nous sommes face à ces situations, on doit imposer que l'éducation nationale soit neutre, mais pas qu'elle aille au-delà, parce que d'une certaine manière, dans ce cas-là, on se fera retoquer. Si c'est de l'ordre, est-ce que je peux contacter les filles par des lettres, etc., d'une certaine manière, ce serait contre-productif, parce qu'on leur demanderait, vous comprenez ce que je veux dire, déjà qu'ils ont du mal, bien souvent, et notamment dans les petits bleds, hein, parce que donner un pouvoir à un con, il en a besoin toujours, et les chefs d'établissement, c'est quelque chose parfois de ce point de vue-là. Hein. Bon, je crois qu'on doit rester sur cette ligne-là. Maintenant, ce que vous décrivez, moi je l'ai subi et on est des centaines à l'avoir subi. Ce qui est lamentable, c'est que ces stratégies conduisent bien souvent les pères à ces points rencontres minables, hein, où on est balayé, enfin mis plus bactère, et en plus, il ne marche pas. Alors, on peut comprendre, vu ce que vous avez décrit, c'était ma question tout à l'heure, que d'une certaine manière, la justice ait voulu reprendre en main le dispositif, parce qu'il lui avait un peu échappé avec ce psychologue ou psychiatre sorti de je ne sais trop où, là. Mais malheureusement, ces centres-là, en plus, parfois, ils ne fonctionnent pas. Donc, non seulement on est conduit à devenir des mendiants, mais en plus des mendiants à double titre, puisqu'en plus, les visites n'ont pas lieu. Autrement dit, une fois de plus, Claude connaît ma marotte, l'institution judiciaire valorise, ou comment dirais-je, entérine et favorise l'aliénation parentale. Tout simplement, puisque le lien est coupé, non seulement par le biais d'une personne aliénante, avec tout le dispositif qui va avec, mais par aussi cette espèce de dilution du contact, hein, qui s'opère en raison d'une institution défaillante. Mais pour terminer, ce n'est pas parce que la justice défaille qu'il faut demander à l'éducation nationale de prendre sa place, parce que sinon on risque de se faire rembarrer, là, à mon avis. Je suis désolé de dire ça, hein, c'est dur à entendre. En fait, moi, je n'avais aucun retour sur le fait si mes enfants recevaient du courrier ou pas. Et moi, j'en fais pas. Je suis un humaniste d'une certaine façon. Moi je parle Enfin, les enseignants, ils me connaissent. Je les ai vus encore aux réunions parents-enfants, réunions de rentrée. Enfin, je leur ai dit embrasser mes enfants de ma part. Vous voulez que je fasse comment? J'ai même demandé à… C'est pas un reproche. Hein. C'est pas un reproche. J'interviens. Votre réaction humainement se comprend tout à fait. Là, on est 3 éducations nationales là, sur ce plateau. Même 4 d'enseignement supérieur de la recherche. Non, mais comment dire, vous, Olivier et moi. Stéphane n'est pas issu de l'éducation nationale. Donc, vous êtes ingénieur d'éducation nationale, Olivier est professeur d'université donc à Toulouse,
Et donc, et moi, j'étais prof de droit. Donc, c'est vrai que le fonctionnement de l'éducation nationale, on le connaît un petit peu. C'est vrai que Olivier a raison quand il dit votre démarche de dire je suis privé de mes enfants, j'aimerais me baser sur le corps enseignant pour faire au moins passer un petit message, leur dire ben, faites-leur un bisou, dites-leur que je pensais. C'est malheureusement pas le rôle de l'éducation nationale. Je sais bien, Parce que là, quelque part, ils prennent parti, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais qu'on n'a plus rien. Ouais. Non, mais je comprends ce que vous ressentez. Et Olivier, lui, et d'autant plus, comprend d'autant plus votre problématique que lui, ça fait des dizaines d'années qu'il est privé de tout contact avec ses enfants. C'est pas tout à fait des dizaines, mais on va arriver à la dizaine. Mais enfin bon, Voilà. non, disons que via la presse et une autre association, avant de travailler avec celle-ci, on avait alerté jusqu'au ministre concernant le respect de l'autorité parentale conjointe. Parce que d'une certaine manière, si vous voulez, il est un peu humain de leur demander de faire quelque chose, puisque le fautif là-dedans, c'est le chef d'établissement. Hein. Un chef, il doit être chef. Hein. Si lui, il commence déjà à vous interdire tout, il ne faut pas s'étonner que le corps enseignant fasse pareil. Mais c'est lui qui doit avoir le rappel à l'ordre, comme Claude l'a fait. Et effectivement, l'idée que les documents, les pronotes et des choses comme ça doivent être transmis aux deux parents, c'est ça le respect de l'autorité parentale conjointe. Aussi, ce que je peux vous indiquer, c'est que donc, le CDS, donc, ils m'ont recontacté, enfin, je les ai contactés à plusieurs reprises. Et en fait, ils m'ont indiqué qu'ils ont recherché un autre lieu médiatisé pour pouvoir m'accueillir, moi et mes filles. Ils n'en ont pas trouvé. Et je leur ai dit, mais vous avez bien une solution quand même. Trouver un bureau, même dans vos logos, dans le département, etc., c'est quand même pas compliqué. Il faut juste me recevoir dans un bureau pour que je puisse au moins saluer mes enfants, etc. Et ils me disent, monsieur X, ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Et moi, je leur dis aux dames qui travaillent au CDS, je leur dis, mais contactez au moins mon ex-femme pour juste lui indiquer que ce serait quand même préférable que je puisse avoir mes filles au téléphone au moins de temps en temps, etc. Et là, toujours la même réponse, c'est pas qu'on ne veut pas, monsieur, mais c'est qu'on ne peut pas. C'est vrai que Fabien, il y a des instructions. Ils sont dans un cadre qui est aussi très rigide. Et moi, Olivier et Stéphane, moi, j'ai préconisé à Fabien d'engager un recours administratif contre l'État, puisque l'État, via un juge, préconise la mise en place de visites médiatisées, mais que le système n'est pas en mesure d'assumer. Donc, le préjudice, il est réel. C'est-à-dire que là, la responsabilité, c'est l'État. Si un juge prend une décision de mettre en place des visites médiatisées et que ces visites médiatisées sont confiées à une entité X, il faut vérifier que cette entité X pourra assumer la décision prise. Donc, quelque part, malheureusement, le seul recours qu'il y a, c'est contre l'État. Mais ça, tu sais bien qu'on aurait dû en faire des centaines, hein, des choses comme ça, parce que ces dysfonctionnements et compagnie, moi, ce qui me paraît grave, et il faut enrayer ça, et l'intervention de Claude, au moins via l'établissement, est une bonne chose. Ce qui me paraît une fois de plus grave, c'est que l'institution va en appui, d'une certaine manière, d'une stratégie de coupure. C'est ça qui est vachement grave. Loin de l'enrayer, elle la favorise. C'est dramatique. C'est absolument dramatique. Qu'on n'aille pas après nous raconter qu'elle n'est pas au courant de l'aliénation parentale. Enfin, là, c'est quand même délirant, quoi, une fois encore, d'ailleurs. Ce n'est vraiment pas la première fois qu'on entend un truc pareil. Maintenant, juste après, je me tais. Pour revenir aux psychologues, là, aux psychiatres, c'est donc une association, finalement, de protection. Hein, si vous tapez cellule vif, cellule violence intrafamiliale, je ne sais pas, ce n'est pas une association, hein, c'est quelque chose qui… ça fait partie d'un CHU. Ça fait partie d'un CHU, d'accord, mais alors ça a été transmis à qui? Ça au parquet après? Oui. Donc c'est dire que le truc était vous avez basculé dans le pénal à ce moment-là. Ah, tout à fait. C'est possible, oui. Là, le pénal, là. Oh putain. Ah, il est dans le pénal. À partir du moment où il y a un signalement qui est fait, bien c'est un juge des enfants qui est nommé par le parquet. Le juge des enfants lance effectivement à demander une expertise psychologique de toute la famille et demande derrière, va préconiser certainement une mesure d'investigation judiciaire
et une assistance éducative en milieu ouvert. Mais Oui, c'est ça. à partir du moment où un juge a ça entre les mains et qu'il a des convictions personnelles surtout si malheureusement, si c'est un homme qui est capable de s'exprimer avec bon sens, etc., qui peut sembler quelque part un peu intellectuellement au-dessus d'une petite juge qui sort de l'école, eh bien, la décision va être je m'acharne contre lui, il faut qu'il plie, je suis au-dessus de lui. Et on a ce type de comportement. On a eu dernièrement Maître Hamas qui est passé, qui le connaît très bien. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas de tomber malheureusement sur le dos des juges, mais il faudrait, lorsque le ministre de la Justice dit qu'il faut rendre publiques les audiences, nous l'avons saisi en lui disant oui, mais surtout les audiences en cabinet. Parce que les audiences publiques, les audiences pénales, correctionnelles, qu'elles soient publiques, oui, elles le sont. De toute façon, n'importe qui peut rentrer dans la salle. Après, qu'elles soient publiées, c'est une chose. Mais les audiences en cabinet, nous savons tous, pour y être passés, ce qui se passe dans le cabinet, dans le secret du cabinet d'un juge. Moi, je ne souhaite pas que ce soit public. Je souhaite qu'on puisse faire appel à l'enregistrement via huissier et certaines procédures, mais je ne souhaite pas que mes voisins accèdent à mes audiences de divorce ou de juge des enfants. Non, je suis d'accord. Moi, je ne dis pas, effectivement… non, parce qu'il y a une notion publique, si tu veux, ça veut dire ouvert aux 80. Ça, tu as dit public. Moi, je dis enregistré oui, voilà. Et soumise éventuellement à une commission ad hoc en cas de recours, pour savoir ce qui se passe dans le cabinet d'un juge. Parce que le juge est tenu à une certaine impartialité dans sa manière d'être. Il faut que cette impartialité, elle soit claire, elle soit évidente. Tout juge sentant en lui une cause de partialité doit se démettre. Ça fait partie de la déontologie d'un juge. S'il sent en lui quelque chose qui le porte vers une décision qui n'est pas objective, qui est basée sur des éléments subjectifs, il doit se démettre de lui-même. Or, ce n'est pas le cas. Donc, pour revenir au cas de Fabien, Fabien il est dans une situation aujourd'hui qui est quand même particulièrement délicate. C'est de dire, je ne vois plus mes filles, la maman refuse que je les voie. Même au téléphone. Même au téléphone, c'est-à-dire plus aucun contact. En attendant qu'une expertise psychologique, elle est prévue pour quand cette expertise psychologique? Elle aura déjà dû débuter. Là, c'est pareil aussi. On n'a pas de nouvelles. Voilà, donc pas de nouvelles. Vous en avez pour 1 an. Entre le moment où elle est réclamée, vous l'aurez, il va se passer 6-7 mois, le temps de ressaisir, ça prend 1 an. Tu te rends compte c'est le jugement que l'expert psychiatre a. Oui, je sais. Tu sais, là, je suis assez embêté par rapport au truc de Fabien parce que généralement, quand je parle et je conseille, je vois les pièces. Là, je ne les ai pas. Et puis, dans les prises de notes, il me manque des éléments dans les prises de notes. Donc, j'ai du mal aussi à le conseiller par rapport à ce qu'il faut faire parce qu'il y a des informations que lorsqu'il a fait son déroulé, après, j'ai arrêté de l'interrompre. Je n'ai pas pris mes notes, je n'ai pas tous les éléments dont j'ai besoin. Moi, je les ai eus, les informations entre les mains. D'accord. Alors, tu vas me dire très rapidement, dans l'attestation que les proches ont donnée, etc., qu'est-ce que ça dit grosso modo? Les proches du côté de Fabien, tous ceux qui le connaissent, disent que c'est quelqu'un d'équilibré, de sensé, de non-violent, qui aime vraiment ses enfants. Voilà. Et puis de l'autre côté, les proches du côté de la maman, c'est tout le contraire. C'est le truc classique. Il y en a combien? Je sais pas. Moi, le problème, c'est que moi, j'ai beaucoup de collègues de travail, etc. Parce qu'en fait, sur ces dernières années, mon ex-femme ne travaillant pas ou peu, en fait, elle a eu une position très exclusive et elle faisait tout avec les enfants. C'est-à-dire qu'elle les déposait à l'école, elle faisait toutes les sorties scolaires, etc. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle fait comme métier? À la base, elle est infographiste à son compte. D'accord. Donc, elle est freelance en designer. Oui, elle travaille toujours? Oui, je pense, oui. Je pense, mais à chaque fois, c'était une activité assez réduite, c'est-à-dire qu'elle avait très peu de revenus. Elle a récupéré combien l'attestation pour son ordonnance lorsqu'elle a monté son dossier? C'est pour voir comment elle est organisée, en fait. Elle a récupéré combien? C'est surtout sa famille, en fait. Et oui, mais ça, c'est la question qui venait après. Ouais, mais il y en avait combien? Je ne sais pas, une dizaine, et je pense que c'est la majorité de sa famille, puis entre guillemets, 2, 3
très bonnes copines à elles, des mamans d'école. D'accord, au fait. Donc, des gens qui sont relativement reliés à elle. OK. Dans tout ce déroulé, est-ce qu'il y a eu des plaintes contre vous? Non, j'ai aucune plainte, j'ai rien, moi. D'accord. C'est partie des questions qu'il faut poser. Dans l'ONC, on sait qu'à l'ONC, j'ai entendu qu'il y avait une expertise psychiatrique demandée pour la famille et des visites pédiatrisées. Dans l'attente des résultats des expertises, est-ce qu'ils ont confirmé l'autorité parentale conjointe? Oui. Vous payez une pension alimentaire? Juste comme ça, entre nous, vous êtes à combien là? Ça fait moins d'un an, vous êtes à 6 000 là, euros. De pension alimentaire? Non, de frais juridiques, de frais judiciaires. À vue de nez, là, entre 6 et 8. J'ai une avocate qui marche au forfait et j'ai payé 1 000 euros pour l'ordonnance de non-protection début avril. Et là, pour la procédure de divorce, je suis à 1 000 euros. J'ai fait appel du jugement de l'ordonnance de non-conciliation pour la garde des filles et elle me demande 1 200 euros. Donc, en gros, je suis à 4 500 euros. D'accord, c'est pas très très cher. Comment se fait-il qu'elle vous ait conseillé de faire appel de l'ONC? C'est moi qui voulais faire appel. Alors que il y a de très fortes chances que l'appel, parce que j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps du tout, il y a très très fortes chances que la date d'appel de l'ONC soit après la prochaine procédure, ce qui veut dire que ça la rendra caduque. Oui, je sais. Mais c'était au cas où, si jamais il y avait du retard sur le fait de ressaisir un juge après l'expertise psychiatrique. Parce que l'ONC, c'est une mesure provisoire. Oui. On est bien d'accord avec ça. Qui était censée disparaître, je crois, à partir de cet automne et qui existait encore durant l'été. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est on y va et provisoirement, jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, on met en place des mesures pour gérer les affaires courantes jusqu'à ce que ce soit fait. Okay. Mais là, actuellement, le problème, c'est que je ne sais pas sur quel type de divorce elle veut m'assigner. Parce qu'elle a 3 mois ou 3 ou 4 mois après l'ordonnance de conciliation pour définir le type de divorce, si c'est un divorce pour faute, si c'est un consentement mutuel ou si c'est un divorce pour séparation de corps. Elle n'ira pas en divorce pour faute puisqu'il n'y a pas de raison d'aller en divorce pour faute. Et puis, ça coûte beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus long. Je suis mal dans ma peau à cause de cette situation, que je vis mal la situation de l'école parce que, là, on a parlé de l'école, mais toutes les relations que je m'étais faites dans la commune, c'est une commune de 3 000 habitants à tout casser. Donc, forcément, je n'ose même plus aller au sport de ma commune. Enfin, ça détruit un homme, cette situation-là. Ça détruit vraiment un homme. Donc, moi, je demande simplement à revoir mes enfants. C'est tout. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous pouvez faire, vous, de votre côté, pour m'aider dans ma démarche, pour essayer de faire en sorte que je puisse revoir mes filles ou simplement les avoir au téléphone. Moi, j'ai confiance en l'expertise psychiatrique parce que tous les psychiatres que j'ai vus depuis des années me disent que je n'ai pas de problème, etc., que c'est une conjugopathie, que c'est votre relation de couple qui vous a rendu malade, mais que vous êtes un bon père, vous aimez vos filles. Je me suis positionné en temps partiel à leur naissance, etc. J'ai toujours été proche d'elles. J'ai toujours fait des câlins, etc. Mes filles ne m'ont jamais rejeté. Alors, je ne sais pas pourquoi elles sont capables de dire des choses qui sont à l'encontre de la vérité aux pédopsychiatres. Je ne comprends pas. Mais je sais qu'un jour, elles vont comprendre quand même que je me suis battu pour elles. Et c'est juste ce message-là que je veux faire passer par vous. Ce qui est sidérant, moi, ce qui me frappe, c'est les récurrences qui peuvent exister entre beaucoup de situations. C'est ça qui est incroyable. On a l'impression que c'est des kits tout préparés, quoi. Pour diaboliser quelqu'un au sein de son village, c'est vraiment la volonté. C'est bien fait pour lui, comme elle a dit. C'est exactement ça qui. Si je peux me permettre, juste, c'est même pas un conseil. Il me semble, si vous voulez, que ces dispositifs-là nous mettent dans la mauvaise case. Et il y a une espèce de pente judiciaire, hélas, que j'ai rarement vue se retourner, vraiment, qui entérine d'une certaine manière les choses, plus ou moins, en nous rendant un peu les dindons de la farce. Moi, ce que j'ai retenu dans ce que vous disiez, ce qui me paraît assez intéressant, alors d'abord, il me semble, auprès des experts, mes camarades diront ce qu'ils en pensent, on ne prononce pas aliénation parentale. En aucun cas. Surtout pas. Même si ça sent à plein nez, nous, on le combat. Par contre, ce que vous disiez tout à l'heure, moi, ça me paraît intéressant, c'est de ne pas hésiter, sans accabler la mère, à revenir sur la relation conjugale, mais à la scinder de la relation parentale. Puisque précisément, l'aliénation parentale, c'est le fait de mélanger les deux et de se servir des enfants, donc de la relation finalement parentale, pour se venger de quelque chose dans la conjugalité.
ça mettra peut-être la puce à l'oreille, à défaut de dire le terme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On parle d'emprise à ce moment-là, effectivement. Oui, mais bon, effectivement, tout le monde peut merder au niveau couple sans pour autant être un parent monstrueux. Ça, c'est clair. Le problème aujourd'hui, c'est que on a, vous le savez tous, on a un lobby néo-féministe qui est extrêmement puissant, puisque vous avez notamment deux ou trois personnes, deux ou trois féministes qui ont écrit des choses en disant, ou ont eu des propos en disant qu'il fallait éliminer, c'était la guerre contre les hommes, qu'il fallait pratiquement les éliminer, que pour elles, les hommes, c'était le viol, etc. Moi, je sais que nous avons réagi en interpellant le ministre de la Justice, en lui demandant, en lui disant que ces propos étaient pénalement répréhensibles et qu'on attendait que des poursuites soient engagées. Réponse, rien du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez effectivement un vrai problème, alors ce n'est pas être masculiniste, mais vous avez un vrai problème qui est ces pauvres femmes victimes et ces pauvres hommes pervers, maltraitants, etc. Et ça, c'est ancré dans l'inconscient collectif et c'est grave. C'est grave parce que quand on parle d'égalité, je pense qu'il y a des pères qui sont anormaux dans leur comportement parental et il y a des mères qui le sont de même. Et je pense qu'il faut effectivement se battre pour l'égalité, véritablement l'égalité. On a quand même quelques surprises aujourd'hui en matière d'une secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes qui devient la couverture du ministre de l'Intérieur lui-même ayant des problèmes à titre personnel sur ses relations avec les femmes. C'est quand même assez singulier. Je crois qu'il y a une évolution des mentalités qui, quelque part, est assez surprenante. Oui, et puis on constate aussi ce dysfonctionnement, justement, ça on pourrait peut-être intervenir, les associations. Déjà que les points rencontres, il faudrait se prononcer contre ce genre de choses, mais en plus s'ils ne marchent pas, là, bon, c'est même plus là, d'une certaine manière, où les avocats et les juges qui valident la rupture de lien, c'est carrément le système, là. C'est complètement délirant. Un jour, quoi qu'il se passe, vos enfants vont revenir vous voir, il faudra leur montrer que vous n'avez jamais cessé. Donc le fait de laisser des traces pour montrer que vous n'avez jamais cessé, vous êtes dans le vrai. C'est un départ, c'est très important de le faire, même sur la durée. Et sur 10 ans, un jour, les enfants, ils s'émancipent un petit peu, ils viennent, puis ils posent des questions. Alors si on est à genoux, complètement hors service, ressemblant à une loque, eh ben, ça marche pas bien. Donc il faut aussi penser à soi et réussir à rester debout. Il faut faire attention à ne pas avoir trop de problèmes de santé, de problèmes professionnels, de problèmes psychologiques. Il faudra être capable. Non, mais c'est important parce qu'il y a un gros paquet cadeau qui arrive avec un joli ruban bleu. Donc, il faut être capable de tout gérer. Il faut le savoir à l'avance. Ça sert aussi, c'est pour ça qu'on se parle entre nous. Et laisser des fagnons pour pouvoir montrer plus tard qu'on a essayé et qu'on n'a pas abandonné, ça a énormément d'importance. Et ça peut peut-être provoquer un basculement à l'adolescence. Donc ça fait partie des choses déjà qu'il faut faire. Et en ça, il a absolument raison. Après, au niveau juridique, il est entre de bonnes mains avec Claude. Au niveau stratégique et autres, je pense que déjà, mon premier conseil, ce serait celui-là, effectivement, de laisser des traces visibles qu'il est… il le fait, il le fait. Voilà, qu'il le fait, absolument. Qu'il n'est pas en train, et surtout qu'il n'est pas en train de s'autodétruire. Un, qu'il n'est pas en train de se flinguer, et deux, qu'il est vraiment en train de montrer qu'il cherche à accéder à ses enfants. Très caractéristique, vraiment caractéristique témoignage de la semaine. Je veux dire, quelqu'un qui demande l'intervention de l'État et qui se retrouve, à cause du dysfonctionnement de l'État, privé de l'accès à ses enfants. Donc Claude a raison sauf que ce sont des procédures qui durent extrêmement longtemps. C'est pas ça qui, de manière pratique, va l'aider tout de suite. Même si à terme, par contre, là où il a raison, on est en recherche de procédures à faire parce que c'est inadmissible ce genre de truc. Et il faut aussi expliquer aux gens que non, même en faisant les choses comme il faut, ça marche pas. Et encore une fois, voilà l'intérêt, surtout quand on est à 10 km l'un de l'autre, quoi. De mettre la résidence alternée par défaut en disant aux gens on bouge pas, on reste comme ça, on se tait, on sait que statistiquement au bout de 3 à 4 ans les choses se calment et l'enfant a accès à ses 2 enfants. Ça résoudrait beaucoup de trucs et il y a vraiment un intérêt à le faire et à le demander.
juste une dernière chose. Si jamais il y a des gens qui veulent m'écrire, c'est je soutiens Fabien@gmail.com. D'accord, Il y a une page Facebook. on en parle, je vous appelle. Il y a une page Facebook. Non, pas encore, parce que moi j'attendais. Ah, je vous appelle, Fabien. Ok, Ok, merci. très bien. Au revoir. Bonsoir. Life